13h30 sur Europe, et bien c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Et aujourd'hui, c'est plus précisément Turf Story de Robert Colby. À la fin d'un torride après-midi de samedi, sous un ciel sans nuages, les chevaux pénétrèrent sur la dernière course. Certains des meilleurs chevaux courent le samedi et il est fréquent que ce jour-là, la cote des favoris soit très élevée. Mais, par suite du nombre important des favoris et de celui non moins grand des parieurs, les gagnants ne touchent en général qu'une somme relativement modeste. Inversement, si un cheval donné comme perdant réussit, contrairement à toutes les prévisions, à passer le premier la ligne d'arrivée, le gain est énorme. Tel serait peut-être le cas ce samedi-là. Marty McCoy, un bon gros célibataire aux cheveux rares, au visage avenant, malgré des traits assez grossiers, était l'un des parieurs dont les chevaux restaient encore en course. Il serait l'unique gagnant si son cheval gris, Stingway, arrivait premier à la dernière étape de cette épreuve finale. Assis tout en haut des gradins, près de la ligne d'arrivée, Marty serrait entre ses doigts nerveux le ticket qui représentait une fortune en puissance, en s'efforçant de ne pas penser au changement que quelques milliers de dollars, s'il les touchait, amèneraient dans une vie qu'il gagnait à grand-peine, à coups d'expédient. Ça porte malheur de penser à l'usage qu'on peut faire d'une somme d'argent, surtout d'une somme aussi élevée, avant de l'avoir en main. C'est pourquoi Marty cachait son ticket entre ses mains et dissimulait son secret aux yeux des inconnus qui se pressaient autour de lui. À 41 ans, Marty était un vétéran de toutes les courses de la région. Une douzaine de systèmes, de tuyaux et de renseignements confidentiels divers lui avaient coûté une petite fortune depuis qu'il était en âge de faire un pari. Timide avec les femmes, menant une vie assez retirée, mais sachant faire montre de personnalité lorsqu'il y avait du fric à la clé. Il lui arrivait parfois de se joindre à quelques turfistes, donneurs de tuyaux sûrs pour duper un public trop crédule. Il s'y entendait, Marty, pour rouler son prochain, et n'hésitait pas, quand l'occasion s'en présentait, à émettre des chèques sans provision. Mais Marty, si roublard lorsqu'il s'agissait de tirer profit des pigeons, en devenait un lui-même en ce qui concernait les courses de chevaux. Or, voici que par le plus grand des hasards, il était peut-être sur le point de voir son rêve prendre corps. Tandis qu'il paradait avec les autres chevaux devant les tribunes, Stingway, le tocard qu'il avait joué, avait une allure pleine d'ardeur et d'insolence. C'était mauvais signe, car Marty perdait toujours avec des chevaux à l'allure pleine d'ardeur et d'insolence, alors que des canassons à l'aspect boudeur arrivaient premiers avec une bonne longueur d'avance. À présent, les chevaux faisaient volte-face pour prendre le départ. Stingway s'élança et prit aussitôt la tête, qu'il conserva pendant une bonne partie du parcours. Cela aussi était très mauvais signe, car Marty ne se souvenait pas avoir jamais gagné avec un cheval qui menait dès le début. De fait, comme il fallait s'y attendre, en arrivant à l'autre extrémité du champ de course, Stingway, fatigué, tomba. Pendant ce temps, Bold Conquest, le favori, arrivait au grand galop vers la barrière, le dépassait de 2 longueurs sans que le jockey eût seulement besoin de le cingler de sa cravache. Se couvrant les yeux d'une main pour ne pas voir l'horreur d'une telle défaite, Marty se mit tour à jurer et à prier, bien que l'on ait rarement entendu de prière de ce genre dans une église. Il osa rouvrir un œil en entendant le nom de son cheval lancé par un haut-parleur. Un miracle s'était produit. Stingway regagnait du terrain, défiant Bold Conquest, le cheval de tête. De fait, ils passèrent la ligne d'arrivée en même temps, poitrail contre poitrail, en une finale si serrée que seule la photo pouvait permettre de déterminer le gagnant. 5 minutes s'écoulèrent dans un silence angoissant.
La sueur ruisselait sur le visage de Marty. Son cœur battait à se rompre, tandis que les arbitres énonçaient leur verdict. Alors, une rumeur monta de la foule, allant en s'amplifiant. Marty releva lentement les yeux vers le tableau d'affichage qu'il fixa intensément, jusqu'au moment où le chiffre 7 qu'on venait d'y afficher lui parut atteindre 3 mètres de hauteur. Marty cligna des paupières et regarda, hébété, le ticket qu'il tenait à la main et qui portait le chiffre 7. Il avait gagné. Pendant une longue minute, Marty resta assis en silence, tandis qu'un sourire de fou s'étendait sur son visage. Enfin, il se leva et, d'un pas tremblant, se mit en devoir de descendre les gradins. Arrivé presque en bas, les yeux toujours fixés sur le tableau d'affichage pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, il trébucha et c'était là, à plat ventre. Secoué par sa chute, mais sans mal, il parvint aisément à se remettre sur pied et, une fois debout, se trouva face à face avec une jeune femme au regard compatissant. « Vous n'êtes pas blessé, monsieur ? » « Non, c'est rien. Vous en êtes sûr, monsieur ? Vous ne semblez pas bien. Vous êtes très pâle. Vous ne voulez pas que j'appelle un médecin ? » « Non, pas du tout, pas de médecin, merci madame. Non, je ne me suis jamais senti aussi bien. Un peu énervé, voilà tout. Cette dernière course a été sérieusement disputée. » Il brassa son pantalon du plat de la main et s'éloignait, tandis que la jeune femme le rappelait. « Monsieur, je crois que c'est vous qui avez laissé tomber ce ticket. » Elle le lui tendait avec un sourire en disant « C'est peut-être un ticket gagnant. »« Merci, madame. C'est un gagnant, en effet. » dit Marty en s'éloignant. Au bar le plus proche, il commanda un whisky qu'il avala d'un trait tout en tripotant le ticket dans sa poche, afin de s'assurer qu'il ne s'était pas envolé ni simplement désintégré. Marty était presque convaincu qu'il devait rêver et que, s'il ne se hâtait pas, l'illusion s'évanouirait et qu'il se réveillerait. Marty paya sa consommation et se précipita vers le guichet pour réclamer son dû. Le caissier parut très heureux de savoir que Marty avait gagné 73 500 $. Il était très empressé à le payer. Marty remplit l'imprimé destiné aux impôts en protestant bien haut contre l'avidité de l'État qui ratiboise sans vergogne l'argent des pauvres contribuables. Au caissier qui lui demandait s'il préférait toucher son argent en liquide ou par chèque, il répondit « En liquide, naturellement !» Les billets de 100 $ s'amoncelaient devant lui. Marty les compta un à un, 73 500 $. Il préleva 500 $ pour son argent de poche et entassa les autres dans un sac en tissu blanc que lui offrit le caissier. À ce moment, un reporter vint lui demander s'il acceptait de poser pour une photographie qui paraîtrait dans le journal du lendemain avec sa biographie et un compte-rendu de ses réactions. Mais Marty refusa en alléguant, avec un petit ricanement, qu'il avait trop d'amis et de parents qui s'empresseraient de venir le taper en apprenant sa bonne fortune. En fait, il devait de l'argent un peu partout et la dernière chose qu'il souhaitait au monde était qu'on fît de la publicité à son sujet. Certains services de l'appareil juridique se montreraient trop heureux de mettre enfin la main sur lui. Après lui avoir remis son magot, 73 500 $, le caissier lui demanda s'il désirait être escorté par des gardes du corps jusqu'à sa voiture. Mais Marty déclina cette offre en affirmant qu'il saurait parfaitement prendre soin de lui-même. Merci beaucoup. Certes, les gardes du corps auraient constitué pour lui une sécurité, mais leur corporation avait un relent de police, et Marty éprouvait envers celle-ci une aversion irraisonnée. C'est pourquoi, dissimulant le sac sous son veston, il se mit en route tout seul et se dirigea vers sa voiture, rangée à l'autre extrémité du parc de stationnement. Un grand nombre de personnes sortaient au même moment, mais aucune d'elles ne prêta la moindre attention à Marty. Le trajet jusqu'à la voiture était assez long, mais il le parcourut dans l'euphorie, car à présent, il pouvait s'offrir le luxe de dépenser en imagination une somme d'environ 70 000 $, toutes taxes payées.
Marty monta dans sa voiture, une vieille conduite intérieure aux amortisseurs affaissés, et posa le sac rempli de billets de banque sur le siège à côté du sien avant de mettre la clé de contact. À cet instant, survinrent deux visiteurs inattendus. Le premier, un petit homme brun au teint basané, s'assit à l'avant à côté de Marty, tandis que le deuxième, grand et blond, s'installait derrière. Le petit brun sortit un couteau à longue lame qu'il appuya sur le ventre de Marty. « Mais en marche, et que ça roule, mon pote. On te fera pas de mal si tu fais ce qu'on te dit. Tout ce qu'on veut, c'est le fric. »« Allez, démarre !» dit le grand blond derrière lui. « Et si on est arrêté pour une raison ou une autre, oublie pas qu'on est des copains à toi, hein ?» Marty se passa la langue sur les lèvres et hésita un instant, mais le couteau s'appuya un peu plus sur son ventre. Alors il tourna la clé de contact et démarra. Ils se séparèrent sur une route déserte à plusieurs kilomètres de la ville. « On va emprunter ta bagnole, » dit le petit brun qui s'appelait Chino. « On va l'emprunter jusqu'à ce qu'on en ait acheté une autre. D'ailleurs, t'es bien trop grand, la promenade te fera du bien. » « Je vous reconnaîtrai. N'importe où, je vous reconnaîtrai. Espèce de salaud. Un jour, bientôt, on se retrouvera. Et alors, ce sera mon tour. » dit Marty, hors de lui. « T'en es sûr ?» demanda Chino avec un vilain sourire. « Et si tu nous rencontrais, qu'est-ce que tu nous ferais, mon petit gars, hein? Qu'est-ce que tu ferais à tes bons copains ?» Marty ne répondit pas. Ça porte malheur de dire à son ennemi comment on compte prendre sa revanche sur lui. Aussi, se contenta-t-il de les regarder disparaître sur la route dans un tourbillon de poussière. Mais les visages de Chino et du Grand Blond étaient fixés à tout jamais dans sa mémoire. Marty retrouverait-il un jour la trace de ses voleurs? Et que ferait-il alors? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Marty rentra chez lui en stop et reprit suffisamment ses esprits pour se rappeler les 500 $ qu'il avait mis directement dans sa poche quand le caissier lui avait payé ses gains. Enchantés de leur butin, ces voleurs ne s'étaient même pas donné la peine de le fouiller et lui avaient, sans le savoir, laissé cette petite réserve. Cet argent, ajouté aux 800 $ qu'il conservait dans un coffre, lui permettrait de tenir le coup, le temps de mettre à exécution un plan qui commençait à se former dans son esprit. Marty ne doutait pas de retrouver ces voleurs avant qu'ils aient le temps de dépenser tout son argent. Tôt ou tard, il parviendrait à les dépister car ces types devaient être des habitués des courses. Comme lui-même fréquentait beaucoup et par plaisir le milieu du turf, il ne manquerait pas de les rencontrer bientôt. Ce même soir, peu après 10 heures, Chino et le Grand Blond étaient perchés sur des tabourets devant le comptoir d'un bar miteux de la ville où ils étaient venus fêter leur victoire. Inutile de dire qu'ils se sentaient en grande forme et mis en gaieté par l'alcool. Chino, qui s'y entendait à dépenser l'argent des autres, venait de commander une seconde tournée pour toute l'assemblée, composée d'un couple de 5 types d'allure assez douteuse et de 2 filles assises dans un coin du bar qui jetaient de temps à autre un regard provoquant dans leur direction. Le Grand Blond murmura à l'oreille de Chino: « Ça suffit, idiot, arrête d'offrir à boire à cette bande de caves. Ben pourquoi pas, qu'est-ce que quelques dollars pour des gars comme nous, qu'on a une flopée. D'accord, on en a une flopée, mais tu tiens à ce qu'on nous fasse de la publicité dans les journaux? N'importe lequel de ces tordus serait prêt à te refroidir pour un billet de 100 $. Alors, pas tant d'étalage, s'il te plaît. Et puis, cesse de farfouiller comme ça dans ta poche. Ils vont finir par repérer que tu trimbales un gros paquet de fric. » Pour toute réponse, Chino émit un grognement et vida son verre d'un trait. La fille rousse, debout à côté de la petite brune, se pencha vers le barman pour lui dire à mi-voix: « Dis donc, ils ont l'air pleins aux as, ces deux-là. Je la sens d'ici, l'oseille. » Le barman s'essuya longuement les mains avec un torchon d'une propreté douteuse avant de répondre sur le ton de la confidence: « La semaine dernière, ils étaient fauchés comme les blés. Ils me demandaient de leur faire crédit pour de la bière. Et voilà qu'ils se mettent à payer des tournées à tout le monde. Ils ont dû faire un fameux coup, c'est sûr. » « Je crois qu'on devrait leur payer une tournée maintenant, » dit la petite brune avec un clin d'œil. «
Prépare-leur quelque chose qui les fasse rêver. Tu vois ce que je veux dire? Et offre-leur de notre part. C'est ça, ma belle, c'est ça. Ils vont dormir comme des refroidis à la morgue. Fais-moi confiance. Mais, oublie pas ma part, hein? Le lendemain matin, Chino ne savait plus guère où il se trouvait, et moins encore où se trouvait son argent. Il en était de même pour le grand blond. Mais tandis que ce dernier entrait dans une rage folle et criait vengeance, Chino se montrait très philosophe. Il y aura toujours des imbéciles sur la terre. On n'a qu'à chercher un autre pigeon, c'est tout. Marty McCoy ne se trouvait pas dans une excellente situation, lui non plus. Aucune de ces bonnes relations auxquelles il avait parlé de Chino et du Grand Blond ne connaissait ceux-ci. Finalement, Marty en vint à la conclusion qu'il ferait mieux, au lieu de perdre son temps en recherches infructueuses, d'aller tenter de se remettre en fond au champ de course. Il avait plu à torrent toute la nuit, et malgré le soleil qui recommençait à briller en cette journée de samedi, le terrain était encore détrempé. Marty en était très heureux, car avec un terrain semblable, on pouvait s'attendre à des surprises comme celle de voir 3 ou 4 chevaux donnés comme perdants devancer les favoris et gagner la course, comme la fois dernière. Marty n'avait pas de ticket pour cette course et il n'avait pas l'intention d'en acheter un. De nombreux échecs lui faisaient comprendre que son gain de plus de 70 000 $ de l'autre fois était en fait un coup de veine qui ne se répéterait pas. Pendant plus de 2 semaines, Marty avait surveillé avec un grand intérêt les résultats des courses et, jusqu'alors, le plus grand prix remporté avait été de 26 000 $. Une misère, quoi. Marty espérait bien qu'il en serait autrement ce samedi-là, et les événements lui donnèrent raison. C'est un cheval donné comme tocard qui gagna la dernière course. Le canasson rapporta 98 000 $, la somme la plus importante qui eût jamais été payée, et il n'y avait qu'un seul parieur gagnant. Aussitôt après la course, Marty était nonchalamment appuyé à un pilier à quelques mètres du guichet du caissier. L'attente lui parut longue, très longue, mais enfin, un homme, gros, bien vêtu, le visage rayonnant, se présenta pour toucher son gain fabuleux. Marty fut ravi de constater que lui aussi préférait être payé en espèces et que, tout comme lui-même, il refusait toute publicité dans les journaux. Mais Marty fut consterné lorsque le gagnant du prix quitta la caisse en emportant son sac rempli de billets de banque, accompagné de 2 gardes du corps armés. Cependant, Marty les suivit à bonne distance pour voir si une occasion s'offrirait à lui. Il était tard. Une autre course venait de se terminer et les assistants se dirigeaient en foule vers leur voiture pour éviter l'encombrement qui ne manquerait pas de suivre l'épreuve finale. Aussi, Marty, filant le gros homme et ses gardes du corps qui se dirigeaient eux aussi vers le parc de stationnement, n'avait-il guère de chance de se faire remarquer. Arrivé à la voiture du gros homme, le trio s'arrêta pour bavarder quelques minutes, tandis que Marty traînait le pas derrière eux. Puis, le gros homme tendit un billet à chacun des gardiens, leur serra la main et s'installa au volant de sa voiture. Les gardes du corps le regardèrent reculer pour se placer à la suite de la file de voitures qui quittait le parc de stationnement, puis ils partirent. Marty avait senti venir sa chance, et dès que les gardes s'étaient éloignés, il avait pris un raccourci pour couper la route à la voiture du gros homme qui se dirigeait vers la sortie derrière une douzaine d'autres véhicules. Quand la voiture ralentit, Marty bondit à l'intérieur, une main serrant dans sa poche un revolver automatique. « Harry !» s'écria-t-il en s'installant à côté du gros homme. « Comment ça va, mon copain ?» Et Marty lui appuya le revolver sur le ventre avant que le gros homme eût le temps d'ouvrir la bouche. C'était une autre route isolée, semblable à celle sur laquelle Marty avait été dépouillé de ses gains. Le gros homme avait reçu l'ordre de descendre et de marcher et de continuer dans la direction opposée. Tout en le regardant opérer sa retraite, Marty, tenant le sac de billets serré contre lui, démarra le cœur rempli d'un sentiment de joie intense et de la certitude qu'il y avait quand même une justice en ce bas monde.
Tout en sifflotant, au moment où il s'apprêtait à prendre un virage serré sur la route étroite, Marty fut contraint de freiner net pour éviter une collision avec une grosse conduite intérieure noire qui lui barrait complètement la route. Le capot de la voiture était élevé comme si quelqu'un était en train d'examiner le moteur, mais la voiture paraissait abandonnée. Ça ne parut pas de très bon augure à Marty, mais il n'avait pas la place de faire demi-tour et il ne pouvait absolument pas passer. Il descendit donc de voiture et s'approcha d'un pas prudent, le revolver à la main. Il se penchait pour examiner de plus près l'intérieur de l'auto noire lorsqu'il sentit la lame d'un couteau s'appuyer dans son dos. « Lâche ton pétard, mon pote, et vite !» Marty laissa tomber le revolver sur la route et une main s'en empara aussitôt. « Maintenant, retourne-toi !» Marty se retourna. « Salut, vieux copain !» dit Chino en montrant ses crocs éblouissants. « Ah, si j'avais pas les mains prises, j'applaudirais. T'as bien appris la leçon, mon gros. T'es vraiment un bon élève. Et c'était chouette de ta part de faucher le fric du type pour nous. Ça valait la peine d'être vu, je t'assure. » Le grand blond s'approcha, tenant à la main le sac rempli de billets de banque. « Ah, c'est vrai ce que tu dis, Chino. On n'aurait pas pu faire mieux nous-mêmes. Et notre copain est un vrai prophète !» ajouta Chino avec un large sourire. « Tu te rappelles ce qu'il nous a dit un jour, qu'il nous retrouverait? Eh ben voilà, c'est fait. Il nous a retrouvés. C'est pas beau, la vie. Allez, salut, bon copain. Et à la prochaine, hein.